Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous dis tout de suite que je ferai comme les années précédentes, puisque les langues employées ici sont le français et l'anglais. Donc, pour mon propos introductif, je parlerai un tout petit peu anglais et davantage français. Mais pendant toutes ces 3 journées, évidemment, vous pourrez pratiquer l'une ou l'autre langue. At the 11th edition of the WPC a year ago in Rabat, the prevailing view among experts was that the world economy was doing well and had a bright outlook, subject only to political shocks that might affect it. However, there was no shortage of them, even beyond the trade war. Au Moyen-Orient, l'Iran n'a pas cédé aux sanctions imposées par les États-Unis. Et l'Arabie saoudite, par ailleurs empêtrée au Yémen, vient de manifester sa grande vulnérabilité face à ses adversaires en dépit des centaines de milliards de dollars investis dans sa défense. D'un côté, le leadership iranien manifeste sa résistance malgré sa complexité, ou, pourrait-on dire par euphémisme, sa diversité. De l'autre, le prince héritier du royaume saoudien n'a toujours pas établi sa crédibilité, que ce soit dans l'ordre politique ou par rapport à ses projets économiques. Les alliances de circonstances paraissent bien fragiles. Et si aucun incident n'a dégénéré jusqu'à ce jour, sans doute le doit-on à la volonté désormais clairement affichée par Donald Trump de ne pas se laisser entraîner dans une nouvelle guerre. Là comme ailleurs, l'Amérique préfère recourir à l'arme économique en espérant qu'elle finira par produire les résultats escomptés. À cette fin, elle ne craint pas de brutaliser ses alliés et autres partenaires en leur imposant sa propre politique extérieure et ses propres lois. Aussi, la confiance dans les États-Unis s'effrite-t-elle un peu partout, ce qui génère beaucoup d'incertitudes. On parle de géoéconomie pour qualifier une situation où des États, à commencer par les États-Unis, utilisent de plus en plus méthodiquement les leviers non militaires de la puissance économique pour atteindre leurs objectifs politiques. Pareille approche, naguère encore peu convaincante, comme le rappelle l'histoire des sanctions économiques internationales, a beaucoup gagné en efficacité du fait de la révolution des technologies de l'information et de la communication, sans pour autant être décisive, loin de là. C'est également par la géoéconomie que, sans mettre en question ses grandes ambitions militaires, la Chine étend son influence partout sur la planète, avec de réels succès. Mais à la différence des États-Unis, elle agit ainsi au nom du développement ou de la réduction de la pauvreté et en se déclarant en faveur du multilatéralisme. Mais revenons au Moyen-Orient. Il n'y a pas que la rivalité irano-saoudienne à avoir éclipsé au moins pour un temps le conflit israélo-palestinien, rivalité dans laquelle les États-Unis ont pris vigoureusement le parti de l'Arabie. L'État islamique, entre guillemets, a perdu ses territoires, mais il survit, caché et redoutable. Trump, qui en cela poursuit la politique de distanciation de son prédécesseur, lui permet de facto de survivre. De fait, le danger du terrorisme islamiste n'a diminué nulle part. Il semble même se renforcer, comme au Sahel. Bref, les instabilités moyen-orientales au sens large demeurent au centre de la géopolitique mondiale. Rien n'est réglé non plus du côté de la péninsule coréenne, même si les 3 rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un ont peut-être redonné une petite chance à la diplomatie traditionnelle. Mais celle-ci est par ailleurs mise à mal par l'hôte de la Maison-Blanche. Et l'on ne voit pas le dictateur nord-coréen renoncer à l'arme nucléaire dans l'avenir prévisible. On ne voit pas davantage Donald Trump renoncer à cet objectif et se satisfaire d'une sorte de JCPOA,
l'accord avec l'Iran, l'accord nucléaire avec l'Iran. Ici encore, l'hôte de la Maison-Blanche continue de miser sur les sanctions. En Asie de l'Est, l'événement le plus marquant des derniers mois est la révolte d'une partie de la population de Hong Kong contre l'emprise du gouvernement de Pékin, qu'il y a quelques mois encore, on pouvait croire assuré 22 ans après la rétrocession et 28 ans avant le retour définitif du territoire à la mère patrie. Cette révolte jette une ombre sur la République populaire de Chine, au moment même où elle célèbre en grande pompe son 70e anniversaire, à un moment aussi où sa croissance économique ralentit à cause de la guerre commerciale, mais aussi pour des raisons internes. Les Chinois ont beau jeu d'accuser les Anglo-Américains d'être à la manœuvre, et peut-être n'ont-ils pas entièrement tort. De même, le Kremlin n'a-t-il jamais eu complètement tort s'agissant des États-Unis, du rôle des États-Unis en Ukraine depuis les années 1990. Mais la théorie du complot n'explique jamais tout. Je ne sais pas si le mouvement français des Gilets jaunes a contribué au rassemblement hebdomadaire qui, depuis des mois, transforme le paysage politique en Algérie. J'ignore encore plus si tout cela a pu avoir une influence directe sur les manifestants de Hong Kong. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'à l'heure d'Internet, il faut des conditions très particulières pour mettre un peuple au pas. Or, ces conditions ne sont réunies ni en Algérie ni à Hong Kong. Dans le premier cas, bien malin serait celui qui pourrait prédire la sortie de crise. Dans le second, on connaît l'acteur principal et sa détermination à ce que les choses rentrent dans l'ordre, d'autant plus que derrière Hong Kong, il y a Taïwan, un enjeu vital du point de vue chinois. Le problème du gouvernement de Pékin, c'est le coût, au sens large, du rétablissement de l'ordre et, par conséquent, un problème de méthode. Depuis déjà plusieurs années, on peut noter un durcissement nationaliste dans le monde auquel l'Europe elle-même n'échappe pas avec le phénomène des démocraties dites illibérales. Que le pire soit rarement l'hypothèse la plus probable. La résistance de l'Union européenne face au feuilleton du Brexit et le résultat des élections européennes du mois de mai l'ont démontré une fois de plus. Il n'en faut pas moins, toujours, envisager lucidement toutes les hypothèses et à ce sujet, je voudrais dire quelques mots sur l'Inde. Après une campagne d'une rare violence, le BJP de Narendra Modi a remporté une large victoire, malgré un ralentissement économique préoccupant. Et d'ailleurs, notons-le au passage, les doutes sont apparus ici ou là sur la réalité du taux de croissance affiché, comme d'ailleurs aussi en Chine. Quoi qu'il en soit, les observateurs n'ont pas suffisamment relevé que derrière cette victoire se manifeste un projet sophistiqué de transformation d'un pays en passe de devenir le premier du monde en termes démographiques en une immense démocratie ethnique. Cette locution, venue de la science politique, a été forgée initialement pour désigner Israël, qui se veut un État juif et démocratique. Le projet de Narendra Modi, déjà testé par son action antérieure dans son État du Gujarat et largement rodé à l'échelle nationale pendant son premier mandat, est de faire de l'Inde un État hindou et démocratique. Concrètement, les 20% de la population non hindouiste, incluant les 170 millions de musulmans et la petite minorité chrétienne, deviennent ouvertement des citoyens de seconde zone. Dès sa réélection, Narendra Modi a transformé unilatéralement le statut du Cachemire, provoquant ainsi une crise qui, à son tour, amplifiera la vague nationaliste indienne dont on peut entrevoir certaines conséquences comme la remontée du terrorisme en Inde.
Le nationalisme hindou s'exprime aussi en termes de volonté de puissance, quoique sous une forme différente de la Chine. On notera encore le projet d'introduire dans, entre guillemets, la plus grande démocratie du monde, un système de reconnaissance faciale comme en Chine. Tout cela doit retenir durablement notre attention. Et, puisque j'ai parlé de l'Inde, comment ne pas évoquer ici un modèle géopolitique qui a désormais pignon sur rue, le modèle indo-pacifique, qui recouvre largement ce qu'on appelait autrefois le monde indien. Le domaine de la géopolitique, on le sait, est l'idéologie relative au territoire. L'idéologie, ici, comprend une dimension stratégique, c'est-à-dire une contribution au containment de la Chine, et une dimension économique, le développement d'un bassin d'excellence pour la 4e révolution industrielle. La WPC ne pourra pas rester insensible à ce sujet. Dans cette allocation d'ouverture à la 12e édition de la WPC, j'ai laissé de côté bien des sujets qui seront débattus dans les 3 prochains jours, de nature régionale, comme en Amérique latine. Je pense particulièrement au Brésil de Bolsonaro ou au Venezuela de Maduro, ou encore la question lancinante du climat et de l'environnement. Je conclurai en insistant une fois de plus sur la nécessité pour les puissances moyennes de comprendre la réalité internationale telle qu'elle est, afin de mieux prendre en main leur destin. Une fois de plus également, j'insiste sur l'enjeu de l'Union européenne qui dépasse celui de ses membres, car seule une Europe solide pourra peser face aux 2 puissances impériales en compétition pour les prochaines décennies ou aux autres mastodontes comme l'Inde ou le Japon. La sécurité de l'Europe est intimement liée à celle de ses flancs, et je suis de ceux qui se félicitent à cet égard de la perspective d'un rapprochement possible avec la Russie. Sans doute faudra-t-il encore de longues années avant que l'Union européenne soit en mesure de pratiquer une politique véritablement étrangère commune. Une politique étrangère véritablement commune. Vous aurez corrigé. Mais point n'est besoin d'attendre longtemps pour travailler ensemble à renforcer le développement et la sécurité de nos voisins du Sud, comme les pays du Maghreb et du Sahel, dont le destin est imbriqué avec le nôtre. We are meeting for the 5th time in Morocco because we are convinced of this reality and because in the co-construction of North-South security, we see a positive contribution to the international system as a whole. In a world as new as the one opening with 5G, 5G, the WPC should not underestimate either its own originality or its positioning. We must work together to strengthen each other. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai le grand plaisir d'inviter Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui pour la seconde fois nous fait l'honneur, le plaisir d'être ici à l'ouverture de la WPC. Monsieur le Premier ministre, je vous cède la parole. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je prends part à la 12e édition du World Policy Conference à Marrakech. Je voudrais avant tout propos transmettre les salutations cordiales du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, que Dieu l'assiste. Je voudrais donc en son nom me réjouir de l'excellence des relations d'amitié et de coopération
qui unissent nos deux pays. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à M. Thierry de Beaubriard, président de l'Institut français de relations internationales, m'avoir une nouvelle fois associé à ce rendez-vous qui offre chaque année l'opportunité aux décideurs, aux chercheurs et aux leaders d'opinion de discuter des défis du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est un honneur pour moi de partager ce moment à vos côtés. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui nous offre l'opportunité de mener des réflexions approfondies sur les défis auxquels l'Afrique et le monde font face. Comme vous le savez déjà, l'Afrique dispose de bases solides pour devenir l'un des piliers majeurs de la croissance et de la prospérité mondiale. Son taux de croissance, supérieur à la moyenne mondiale, était de 3,5% en 2017 et 2018 et est projeté à 4% en 2019, puis 4,1% en 2020. Cela reste malgré tout insuffisant face aux défis majeurs de l'Afrique d'aujourd'hui, à savoir la création massive d'emplois, en particulier pour les jeunes qui représentent près de 70% de nos populations, et la réduction de la pauvreté. Oui, il s'agit pour nous de deux défis majeurs. Nous devons relever ensemble, tant ils ont une incidence de plus en plus grande sur la problématique de la migration ainsi que celle des menaces terroristes sur le continent. Pour ce qui concerne la création massive d'emplois pour notre jeunesse, qui représente le présent et l'avenir du continent, nous devons transformer structurellement nos économies africaines. Cette transformation structurelle est aujourd'hui une composante essentielle des politiques économiques menées par les différents gouvernements. Elle requiert un développement accéléré de l'industrie africaine qui reste très peu compétitive en raison de coûts des facteurs de production trop élevés et de la taille relativement faible donc des marchés. À cet égard, la plupart des pays africains mettent en œuvre de grands projets de réhabilitation et de développement des infrastructures, de transport et énergétique, afin de créer des économies d'échelle et réduire donc, les coûts des facteurs. Ainsi, de 2011 à 2019, la capacité de production d'électricité de la Côte d'Ivoire, qui connaît une croissance économique moyenne de 8% depuis 2012, a augmenté de près de 60%. Le nombre de localités électrifiées a doublé sur la même période et le pays a investi massivement dans la construction de zones industrielles et d'infrastructures de transport. De Marrakech, je me rendrai à Washington, aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Je compte bien poser à nouveau, au-delà de la Côte d'Ivoire, la question du financement des infrastructures en Afrique. Nous devons imaginer la possibilité que les fonds de la Banque mondiale servent d'effet de levier pour mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de financement des infrastructures en Afrique. Par ailleurs, les États africains se mobilisent tous depuis quelques années pour l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer efficacement les investissements directs étrangers et de promouvoir davantage l'essor du secteur privé qui demeure le principal pourvoyeur d'emplois. S'agissant de la réduction de la pauvreté, les politiques menées par les différents gouvernements semblent porter leurs fruits. Le taux de l'extrême pauvreté en Afrique est passé de 57% en 1990 à 43% en 2012, puis à 35% en 2015, selon la Banque africaine de développement. À cet égard, je voudrais me réjouir des résultats de la 6e reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui vient de se tenir donc à Lyon et où j'ai eu l'honneur de représenter
le président Alassane Ouattara. C'était d'ailleurs sous la présidence du président Emmanuel Macron. Ce fut un grand moment de solidarité internationale et de succès du multilatéralisme, puisque les 14 milliards de dollars attendus ont pu être quasiment mobilisés. Je formule le vœu que toutes les initiatives internationales en matière de mobilisation de ressources pour la santé et l'éducation connaissent le même succès. Bien entendu, les pays africains doivent accompagner cette solidarité internationale conforme à notre vision du multilatéralisme par des contreparties nationales inscrites dans leur budget qui doivent croître d'année en année pour les secteurs sociaux. Mesdames et messieurs, indépendamment des politiques économiques mises en œuvre sur l'ensemble du continent pour consolider son développement économique et social, l'Afrique fait face à une nouvelle menace qui risque de freiner son effort économique. Il s'agit de la montée du protectionnisme, suscitée par les différentes guerres commerciales qui pourraient engendrer des problématiques majeures pour le continent, à savoir la baisse des exportations africaines en raison du renforcement des normes de qualité et de sécurité de nombreux produits, le ralentissement de l'industrialisation africaine dû à la forte concurrence de produits manufacturés, la chute des investissements étrangers sur le continent en raison des difficultés nouvelles rencontrées par les principaux investisseurs. Face à cette nouvelle menace, l'Afrique devra accélérer les échanges commerciaux au sein des communautés économiques régionales ainsi que la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale africaine, représentant un marché de 1,2 milliard de consommateurs et l'émergence d'une classe moyenne d'environ 800 millions de personnes à l'horizon 2030. Cela permettra de renforcer les échanges commerciaux intra-africains, qui s'élèvent aujourd'hui à 16%, et d'atténuer ainsi l'impact des chocs extérieurs. De plus, l'Afrique devra renforcer davantage la mise en place d'accords commerciaux avec ses partenaires privilégiés. Je voudrais à cet égard me réjouir de l'accord de partenariat économique signé entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, son premier partenaire commercial. Cet accord est rentré en vigueur cette année, solidifiant ainsi cette relation historique entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. Nous avons bon espoir que cet accord s'étendra à tous les pays de la CEDEAO. C'est pourquoi nous affirmons notre préférence pour le multilatéralisme, qui privilégie l'approche de prise de décision par consensus, ce qui permet aux plus faibles, du point de vue économique, de participer à l'élaboration des règles qui régulent le commerce international. À cet égard, le système des Nations Unies, qui est aujourd'hui l'expression du multilatéralisme, contribue depuis des décennies à la promotion du commerce international, à la définition des objectifs de développement durable, à la prévention des crises et à la résolution durable de conflits. En effet, les différentes résolutions des Nations Unies, ainsi que sa mission de maintien de la paix, ont permis à la Côte d'Ivoire, un pays affaibli par une dizaine d'années de crise économique, politique et militaire, de relancer son développement économique et social. La sortie de crise exemplaire et les progrès enregistrés par le pays sous le leadership du président Alassane Ouattara ont permis à la Côte d'Ivoire de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent pour la période 2018-2019 afin de partager son expérience. Pour terminer, j'aimerais revenir sur la question du terrorisme sur notre continent, en particulier dans la zone du Sahel. L'Afrique de l'Ouest est confrontée à une dégradation inquiétante de la sécurité eu égard à la multiplication des attaques terroristes. Avec 11 500 personnes tuées, plus de 2200 attaques enregistrées, des millions de personnes déplacées au cours des 5 dernières années,
le terrorisme en Afrique de l'Ouest se propage. Il est sur le point d'impacter considérablement les perspectives économiques des pays de la zone et partant celle de l'équilibre des relations avec l'Europe. Je voudrais à cet effet me réjouir de l'initiative des chefs d'État de la CEDEAO qui ont approuvé la mise en place d'un fonds d'1 milliard de dollars, dont 500 millions financés entièrement par les pays de l'UEMOA en vue de renforcer la lutte régionale contre le terrorisme. Cette démarche vient renforcer les initiatives internationales en cours dans le Sahel, notamment l'opération Barkhane, la mission des Nations Unies au Mali et le G5 Sahel. Mesdames et messieurs, comme je le soulignais au début de mon propos, notre continent dispose de bases solides pour devenir un des piliers de la croissance et de la prospérité mondiale et relever les défis ci-dessus énumérés. C'est notre responsabilité à tous, mais en premier lieu, celle des dirigeants africains. C'est sur cette conviction que je voudrais clore mon propos en renouvelant mes sincères remerciements à M. Thierry de Montbrial. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et vous remercie pour votre aimable attention. J'appelle Madame Legal et puis ensuite on fait le débat. Bien, j'ai le plaisir maintenant d'appeler à ce podium Madame Hélène Le Gall, ambassadrice de France au Maroc, qui vient d'ailleurs de prendre ses fonctions et qui va nous lire un message du Premier ministre français. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la World Policy Conference, voici le message qu'adresse aux participants à cette conférence le Premier ministre français Édouard Philippe. La politique est un peu semblable à la météo, que l'on progresse par temps clair ou par temps couvert, chaque fois il faut percer les nuages de l'avenir. Vous aurez sans doute reconnu les mots de Sa Majesté le roi Hassan II. Cette 12e édition de la World Policy Conference s'ouvre alors que les nuages qui planent sur notre avenir sont nombreux et que la météo est pour le moins maussade. Permettez-moi de commencer par saluer chaleureusement tous les participants à la World Policy Conference et de féliciter son président, Thierry de Montbrial, pour la réussite de son initiative qui s'invite désormais dans le calendrier des grandes rencontres internationales. Je voudrais également adresser mes salutations les plus amicales aux autorités marocaines, dont l'implication en faveur de ce forum, qu'elles accueillent pour la 5e fois sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, est sans faille. Le Maroc s'impose en effet comme le cadre naturel pour un tel événement. La Méditerranée ne nous sépare pas, elle nous rapproche. Pas uniquement pour des raisons géographiques ou historiques, mais parce que de part et d'autre de ces rives, nous sommes confrontés à des enjeux similaires. Je pense à la lutte contre le changement climatique, dont nous ressentons tous les effets, en particulier sur nos zones côtières. Je pense à la maîtrise des flux migratoires ou encore à la promotion d'une croissance plus juste. Et le Royaume joue un rôle capital pour nous aider à y faire face collectivement. Permettez-moi de dire quelques mots de questions qui me semblent être, à l'heure où nous parlons, les plus urgentes. La première concerne le règlement des crises qui menacent la stabilité de la planète. Pour chacune de ces crises, nous devons soutenir la construction de solutions politiques. La crise iranienne est sans doute celle dont l'acuité est la plus forte. Nos objectifs n'ont pas varié. Ils consistent à faire en sorte que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire, tout en préservant la paix dans la région. Lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République a posé les conditions d'une désescalade, puis d'un règlement pacifique, politique de cette crise. Il appartient désormais aux parties de s'en saisir pour réenclencher une dynamique constructive. Le deuxième défi, c'est celui du changement climatique et de l'environnement, de la biodiversité, pour lequel la France a considérablement renforcé sa mobilisation, en particulier depuis le One Planet Summit.
L'urgence aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre les engagements de l'accord de Paris et de faire en sorte que nos agendas diplomatiques et commerciaux tiennent désormais compte de l'enjeu environnemental. Nos populations attendent des actes dans leur vie quotidienne, mais aussi au niveau international. Nous avons ainsi complété nos ambitions dans le domaine du climat avec un agenda en faveur des forêts et des océans. Les 500 millions d'euros qui ont été débloqués dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies pour le sauvetage de l'Amazonie s'inscrivent dans ce cadre. Et la France accueillera à Marseille, au mois de juin 2020, le Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La troisième question est celle du développement durable. 11 années nous séparent de la mise en œuvre de l'agenda 2030, qui a fait naître une première prise de conscience. Mais cela ne suffit plus. C'est tout notre modèle de développement qu'il faut transformer pour réduire les inégalités, en particulier entre les femmes et les hommes. La France a fait de la lutte contre les inégalités le fil conducteur de la présidence du G7, autour d'objectifs très concrets, comme l'accès à l'éducation et les services de santé. Partout dans le monde, les initiatives se multiplient. Je pense au partenariat pour l'éducation, au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ou encore à l'Alliance Sahel. Nous devons préserver et accélérer ces initiatives parce qu'on le sait, la violence, les déséquilibres, bien souvent, prennent leur source dans le désespoir. Quatrième et dernier défi, la construction d'une mondialisation raisonnablement ouverte, dont les bénéfices profitent à tous de manière beaucoup plus équitable qu'aujourd'hui. La stabilité, même relative, du monde profite aux échanges et à la mondialisation. Mais la mondialisation doit aussi contribuer à la stabilité du monde. C'est pourquoi nous nous engagerons en faveur de la réforme de l'Organisation mondiale du commerce à un moment où certains remettent en cause le multilatéralisme. Nous sommes en faveur d'un commerce libre et ouvert qui est un facteur très puissant de paix. Pour qu'il continue à l'être, ce commerce doit devenir plus loyal et obéir à un principe de réciprocité. La primauté du droit est un des leviers essentiels pour y parvenir. On le sait ici sur le pourtour méditerranéen depuis au moins la Rome antique, le droit est le meilleur allié de l'échange. Ce qui m'amène à un point de méthode, nous ne relèverons aucun de ces défis sans rénover les règles du multilatéralisme. Nous avons plus que jamais besoin d'institutions légitimes, efficaces et universelles pour prévenir des dérives ou construire des solutions politiques à des problèmes communs. C'est dans cet esprit que la France et l'Allemagne ont lancé cette année une alliance pour le multilatéralisme qui s'est réunie pour la première fois à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 26 septembre dernier. Parce que nous pensons, avec beaucoup d'autres, que le respect de règles communes, qui ne sont pas figées et qu'on doit évidemment faire évoluer, demeure le meilleur gage d'un règlement pacifique des conflits et des défis qui menacent la stabilité de la planète. La force ne nourrit rien d'autre que la force. En guise de conclusion plus positive, je voudrais insister sur l'exemplarité du partenariat qui lie la France et le Maroc. Un partenariat qui se décline dans toutes les dimensions, le développement économique et social, la paix et la sécurité, la recherche et l'innovation, la culture et la jeunesse. Un partenariat qui s'accompagne d'un dialogue continu et très précieux sur les questions globales, tout en s'ouvrant à l'Afrique. Ce partenariat constitue de ce point de vue une vraie tentative pour bâtir une mondialisation plus équilibrée et profitable à tous. Et une manière pour nous, francophones, de répondre présent à la renaissance du monde, comme l'écrivait si justement Léopold Sédar Senghor. Je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, d'abord la bonne nouvelle, c'est que le micro a l'air de fonctionner. Alors, nous avons une petite demi-heure pour un débat avec M. Koulibaly et avec vous. Et je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous poser comme première question, vous avez parlé avec éloquence et précision de la situation économique, des menaces qui pesaient sur l'économie. Vous avez parlé plus brièvement, on y reviendra, des questions des menaces terroristes et la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, dont on parlera d'ailleurs abondamment pendant cette réunion.
Vous n'avez pas dit grand-chose sur le progrès réel, d'ailleurs, en Afrique, de la démocratie. Alors, l'Afrique, c'est vaste. Hein. Bon, on dit toujours en Afrique, mais enfin, disons dans la partie de l'Afrique que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, ce qui n'empêche pas de descendre un peu plus vers le sud-ouest. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui, en fait, je suis à ma deuxième participation donc, à la World Policy Conference et l'année dernière, je me souviens avoir indiqué que l'Afrique avait tourné le dos donc, au coup d'État. L'Afrique avait tourné le dos à l'accès au pouvoir donc, par la violence et que l'on bâtissait de plus en plus dans tous les pays donc, africains des régimes donc, démocratiques qui étaient donc, des régimes légitimés par donc, des élections donc, un peu partout. Et que c'était un progrès qu'il fallait donc, noter sur le continent africain. Et qu'après, je dirais, cette étape importante qui donnait donc un visage, je dirais, un peu plus pacifique donc, à l'Afrique du point de vue donc, des contradictions politiques, nous envisageons maintenant donc, plus avec beaucoup de sérénité donc, le développement économique donc, du continent. La menace principale aujourd'hui n'étant plus ces problèmes de conflit en termes d'accession au pouvoir par des coups d'État, mais plus donc, la question donc, du terrorisme. Donc je veux bien confirmer qu'au niveau donc, des pays africains, donc quasiment pour la zone donc, qui est la nôtre, donc la zone de l'Afrique de l'Ouest que je connais donc, beaucoup mieux, donc les accessions au pouvoir se font de manière démocratique par des élections, donc transparentes, libres et démocratiques. Donc vraiment, on assiste maintenant en Afrique à la fin donc, de tous ces processus d'accession au pouvoir donc, par la violence. C'est une avancée qui est notable et je crois qu'il faut noter et je considère que c'est un élément fort sur la base duquel nous pouvons continuer donc, de bâtir le progrès économique du continent. Merci beaucoup. Alors, si on continue, je fais 2 ou 3 questions pour ouvrir, puis ensuite on passe la parole à M. Hervé Mariton, le premier qui l'a demandé. Mais si, toujours un peu dans les généralités, parce que c'est intéressant de voir chaque année un peu comment va le thermomètre, si je puis dire ainsi. Et est-ce que vous diriez aussi que l'idée nationale se conforte, parce que ce qui a souvent été remarqué, c'est que les circonstances, l'histoire coloniale, etc., font que les frontières en Afrique donnent parfois l'impression d'un certain arbitraire. Bon, est-ce que vous avez le sentiment que, malgré cela, il y a une consolidation de l'idée nationale? Non, moi je crois qu'au niveau du continent, au début des indépendances, jusqu'il y a quelques années, naturellement, la problématique donc, des frontières héritées de la colonisation en était une. Il y a même eu dans certaines zones de conflit sur le tracé donc, des frontières. Et il y a eu un accord global qui a été obtenu au niveau de l'OUA, qui est de dire que bon, ces frontières étaient définitivement donc, figées et reconnues donc, comme telles. Alors ce problème donc, est définitivement, je dirais, donc, réglé, mais l'Afrique a conscience maintenant que ce sont des grands espaces qui arrivent à pouvoir produire donc, les richesses qu'il faut et améliorer les conditions de vie des citoyens donc, qui y vivent. Donc la notion donc, de micronationalisme est plutôt en train de disparaître au profit d'espaces régionaux. Nous avons au niveau de l'Afrique 8 espaces économiques régionaux donc, qui essayent de fonctionner donc, de manière plus ou moins efficace. Je sais qu'au niveau de l'UEMOA ou de la CEDEAO, les choses se passent bien, puisqu'au niveau de l'UEMOA, nous avons même une monnaie donc, commune, donc, qui est le franc CFA. Nous avons des critères de convergence donc, au niveau économique. Au niveau de la CEDEAO, nous travaillons à cette monnaie donc, unique donc, l'année prochaine, avec les critères de convergence qui ont été définis pour les États. Et nous avons donc les CAF, donc la zone de libre-échange continentale africaine, qui vient d'être décidée donc, par les États africains. Donc je crois que c'est très clairement donc, le sens de l'histoire, c'est de se dire ce sont des grands ensembles donc, qui permettront donc, de créer des marchés,
Ce sont des grands ensembles qui permettront d'avoir donc des opérateurs économiques africains qui auront, à partir de cette taille donc, du marché, donc, beaucoup plus d'efficacité. Et c'est le sens, à mon avis, donc, de l'histoire aujourd'hui. L'histoire n'est plus au micronationalisme, l'histoire est à l'ouverture, de grands ensembles, et c'est à cela que tous les chefs d'État du continent travaillent. Merci beaucoup. Hervé Mariton. Tu as un micro, la fois. Non, je pense que ça va arriver. Ouais. Monsieur le Premier ministre, Oui. le Premier ministre Édouard Philippe, dans son message, a parlé des questions de développement durable, au point qu'on a parfois Voilà le micro. Hein. au point qu'on a parfois le sentiment dans certains pays que la croissance n'est plus véritablement sujet. Vous-même, est-ce que vous pouvez... Marche-t-il? Il marche. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous articulez les objectifs Comment articuler... Oh là. Moi, je fais ce qu'on me dit. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de m'excuser. Comment articulez-vous les objectifs, les ambitions de croissance que vous avez décrites avec ce qu'est le débat ambiant sur les enjeux du développement durable? Et deuxième question très brève, dans votre propos, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas évoqué les questions de migration. Et d'ailleurs, il peut y avoir un lien entre les deux au regard des questions de démographie. Donc, concernant la question des objectifs de développement durable qui sont définis dans les agendas notamment des Nations Unies, le développement durable ne doit pas être vu simplement donc, par rapport au problème écologique. Donc, parce que c'est peut-être sous cet angle-là que votre question est plus précise. Au niveau des ODD, tel que au niveau des Nations Unies, on va bien plus loin donc, que la problématique unique, je dirais, de la question écologique. C'est tout ce qui concerne le développement du capital donc, humain, etc., etc. Donc, en ce qui concerne nous maintenant, sur la partie purement écologique, nous sommes partie prenante donc, de la COP21. Et au niveau de la COP21, nous avons pris des engagements. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit par rapport au mixte énergétique, donc au niveau du pays, avec un pourcentage d'énergie qui soit renouvelable. Et nous nous en tenons donc à ces engagements-là que nous sommes en train de remplir. Nous avons beaucoup plus de solaire qui se développe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout que les coûts de production d'électricité au niveau du solaire ont vastement donc, chuté et que nous avons, par chance et par nature, donc, du soleil donc, en abondance donc, sur donc, notre continent. Donc nous sommes totalement conformes aux engagements que nous avons déjà pris dans le cadre donc, de la COP21 et ce sont ces engagements que nous respectons concernant donc, les questions écologiques. Nous sommes par exemple aujourd'hui un grand pays producteur de cacao et il y a une problématique qui se pose, c'est comment produire donc, le cacao sans donc, avoir à faire une déforestation qui serait donc une déforestation avec des impacts donc, au niveau du climat qui serait négatif. Donc nous travaillons à la définition aujourd'hui avec une nouvelle politique forestière, donc de plans d'aménagement forestier qui seraient concédés à des opérateurs qui seraient chargés d'avoir une agriculture beaucoup plus donc, intensive pour réduire donc, les surfaces dont on a besoin donc, pour produire notre cacao et reboiser en même temps au niveau donc, des forêts classées de telle sorte donc, à avoir un couvert végétal qui couvre au moins 20% de la surface donc, de notre pays. Donc toutes ces questions sont prises en compte dans les politiques donc, nationales. Alors la question de la migration, j'en ai un tout petit peu parlé. J'indiquais dans mon intervention que l'Afrique avait à faire face à deux grands défis. Celui de la création d'emplois et celui de la lutte contre la pauvreté. Mais j'expliquais que ces défis étaient importants donc, à régler ensemble parce qu'ils avaient donc une incidence sur la problématique de la migration. Parce que si nous n'avons pas donc, les emplois suffisants créés donc, sur le continent, si nous n'avons pas donc, suffisamment d'éléments de lutte contre la pauvreté, donc naturellement, il n'y a pas de barrière possible
donc, physiques qui puissent être mises pour empêcher donc, les êtres humains donc, de migrer. Donc sur cette question, bon, nous considérons que nous devons continuer ensemble de travailler pour faire en sorte que, avec une solidarité donc, internationale, avec une coopération internationale, donc les pays donc, en développement donc, puissent avoir les progrès qu'il faut donc, pour permettre de retenir donc, sur leur territoire donc, leurs compatriotes. Et nous pensons, nous, que l'industrialisation est la voie royale qui permettra de créer les emplois qui sont nécessaires donc, pour retenir donc, les Africains donc, sur le continent africain. Merci beaucoup, Monsieur Chetrit. Levez la main, mais le micro, hein, comme ça, voilà. Mr. Prime Minister, the Chinese are going to invest around $1 trillion in One second. Sorry. Je crois que c'est bon. À l'époque de la high-tech, les micros ne marchent jamais. Bon. Thank you. Trouble with technologies. Mr. Prime Minister, the Chinese are going to invest $1 trillion in what they call the Silk Way. Big part of it are investments in Africa. I wonder if you feel already any influence of Chinese over Africa because of those investments. And much more important, what is your feeling about that? Are you expecting any influence in the future because of these great investments that Chinese are going to do in Africa? Because today, Chinese is blamed by United States that she's taking control in many places in which they put investments in. So I wonder if you are dealing with this matter at all. Thank you. Oui, concernant la Chine, bon, pour nous, les choses sont simples. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons une coopération avec la Chine qui est quasiment la même avec tous les pays, je dirais, du monde. Et, nous n'avons jamais eu avec la Chine des prêts donc, qui avaient donc, comme contrepartie donc, des ressources donc, naturelles de notre pays. Nous avons chaque année donc, un plafond d'endettement dans le cadre du programme que nous avons avec le Fonds monétaire international. Donc ce plafond d'endettement étant déterminé, nous recherchons par rapport à un plan national de développement qui a été donc mis en place par le pays, les financements nécessaires pour financer donc, les éléments de ce plan national de développement. Les ressources peuvent provenir de la Banque mondiale, peuvent provenir de la Banque africaine de développement, peuvent provenir de l'AFD, peuvent provenir de la coopération chinoise, etc. Mais elles restent donc au niveau des emprunts conformes au plan d'endettement qui est conforme, je dirais, à la gestion macroéconomique que nous avons donc arrêtée avec le Fonds monétaire international. Donc nous ne sommes pas un pays qui a connu les difficultés que d'autres ont connues où des ressources naturelles ont été gagées en contrepartie donc, de prêts. Donc ce n'est pas la pratique donc, en Côte d'Ivoire. La pratique en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons un plafond d'endettement annuel et nous mobilisons des ressources d'où qu'elles viennent en regardant donc, les conditions de financement. Les conditions de financement optimales, donc nous allons vers ces conditions et nous mobilisons les ressources pour financer notre plan national de développement. Pour rappel, le plan national de développement de la Côte d'Ivoire pour la période 2016-2020 donc, est évalué à 50 milliards donc, de dollars. Donc, dont environ 60% est financé par le secteur donc, privé et environ 40% par le secteur public.
Donc c'est cette part donc, du secteur public pour laquelle donc, nous avons des financements de la Banque africaine de développement, de la BAD, des coopérations bilatérales, dont celle donc, avec la Chine. Donc nous ne connaissons pas les mêmes problèmes que certains pays qui ont eu à gager des ressources naturelles donc, contre des prêts et qui après ont eu un endettement dont ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Chambas, qui interviendra demain aussi. Thank you very much. I just wanted to make two comments. One on the process of democratization that you've talked about in Africa, which is seeing some very good progress, particularly as Prime Minister Amadou Coulibaly has said, in West Africa region, which I happen to know best, so I will concentrate my efforts on there and say that it is significant that we are also seeing alternation of power in many of our countries in West Africa, even in countries like Nigeria, where before this was unthinkable. We saw that in the last election, the opposition was able to win elections from a sitting government. And this has been true in many other West African countries. And I want to emphasize in that respect the role of free press and the role of active civil society, of young women and men who are very active, holding leaders responsible and ensuring that there is a transparent and credible electoral process in many of our countries for the elections. If we take countries where we had seen violence in elections, such as Côte d'Ivoire, you realize that there is tremendous improvement in putting in place a more peaceful atmosphere to allow all those who wish to seek for power to use constitutional and legal means and to shun any violent means to accede to power. And that due to the role of many committed civil society activists. And I think that is one aspect that probably has not come up so far. Role of young men and women very active to consolidate democracy. To touch on the Sahel, I think that the world may be underestimating the security threat that we face in the Sahel. Because if we look at the investments that have been made, and this is something many of our leaders in Sahel and West Africa are beginning to point out, that if you look at the investment that has been made by the global community in dealing with the real and existential threat of terrorism in Sahel, it is frankly insignificant compared to similar efforts that were made, for instance, in northern Iraq and in Syria, where the same phenomena of terrorism existed. So I think more needs, frankly, to be done. The entire world needs to see the threat in the Sahel for what it is and rise up to the occasion in providing the necessary support that the countries desire, and countries which are themselves willing to make significant contribution by providing the necessary troops, but they lack the necessary equipment, military equipment, intelligence, and some other financial support. We need to respond more strongly in the Sahel than has been the case so far. Thank you. Well, thank you very much for this very important contribution, and we'll have, of course, opportunities to continue to deal with this topic. Thank you very much indeed. Marie-Roger Biloa. Bonjour, Monsieur le Premier ministre.
Bonjour à moi aussi, d'ailleurs. C'est déjà fait. Vous vous êtes félicité de l'entrée en vigueur des accords, des APE, des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Et sachant que ce sont des accords qui sont souvent critiqués pour leur aspect, leur côté jugé inégalitaire entre l'Europe et l'Afrique, c'est des accords qui sont considérés comme, disons, n'arrangeant pas la partie africaine. Qu'est-ce que vous en attendez pour la Côte d'Ivoire au moment où on est en train de renégocier les accords entre le Post-Cotonou Agreement, les accords Post-Cotonou là, de 2020? Qu'est-ce que vous en attendez pour la Côte d'Ivoire des APE? Merci. Alors, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que ce qui était prévu, c'est que nous ayons un accord au niveau de la CEDEAO avec l'Union européenne. Et qu'à la date d'aujourd'hui, tous les États de la CEDEAO ont signé, à l'exception du Nigeria. Donc, c'est-à-dire que sur les 15 États de la CEDEAO, il y a 14 États qui ont signé déjà cet accord de partenariat économique entre la CEDEAO que nous voulons et l'Union européenne. Donc, ce n'est pas seulement l'accord. Simplement, pour pouvoir le faire entrer en vigueur en tant qu'accord CEDEAO Union européenne, il fallait que le Nigeria puisse signer. Bon, le Nigeria n'ayant pas signé, on n'arrive pas à passer à cette étape d'un accord global. Donc, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui ont des spécificités et qui exportent des produits vers l'Europe, ont décidé, puisqu'il y a des accords de réciprocité, si nous ne les signons pas, nous avons un problème de restriction d'accès d'un certain nombre de produits de Côte d'Ivoire vers l'Union européenne. Donc nous avons négocié avec l'Union européenne un accord qui nous semble, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, et j'imagine que le Ghana, pour ce qui le concerne, un accord qui est intérimaire, qui garantit pour nous l'accès d'un certain nombre de produits essentiels pour la Côte d'Ivoire au niveau du marché de l'Union européenne, et en réciprocité, un certain nombre de produits du marché de l'Union européenne qui pourraient avoir accès au marché de la Côte d'Ivoire avec des taxations qui ont été étudiées. Donc nous avons fait les calculs et en ce qui nous concerne, nous considérons que nous sommes gagnants et que c'est un accord qui est gagnant-gagnant. Maintenant, pour arriver à cet accord global au niveau de la CEDEAO, il y a certains pays, et principalement à la date d'aujourd'hui, le Nigeria, qui considère que, avec son potentiel industriel, il considère qu'ils n'ont pas un intérêt, à court terme en tout cas, à avoir un tel accord. Et donc c'est un débat qui est en cours. Voilà. Donc pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, nous avons fait nos calculs et nous sommes arrivés à la conclusion que c'était un accord gagnant-gagnant. Et c'est bon de noter que sur 15 États de la CEDEAO, 14 ont signé l'accord. Donc voilà, c'est important de le savoir. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à 3 personnes encore et je pense que ce sera tout probablement. Je leur demanderai aussi d'être succinctes. Monsieur le président de l'IMRI, monsieur Daniel Chek et monsieur Guigou et monsieur Michel Fouché. Ça fait 4 en fait. Hein. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas faire de discours, mais d'être vraiment up to the point. Donc, synthétiquement, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Jawad Kardoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales, et Monsieur le Premier ministre Koulibaly, comme nous parlons de la CEDEAO, le Maroc a donc présenté sa candidature à la CEDEAO. Je sais et nous savons que la Côte d'Ivoire est favorable à cette adhésion. Ma question, qu'est-ce qui empêche une décision définitive concernant cette question? Et merci. Effectivement, vous avez bien raison. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et un certain nombre d'États ont soutenu
donc cette adhésion du Maroc donc à la CEDEAO. Mais ce qui a été arrêté, c'est un processus en faisant donc des études, donc à l'issue donc desquelles on verrait de manière plus nette donc quels sont les avantages et les inconvénients pour la CEDEAO et pour le Maroc, et pouvoir prendre des décisions sur la base donc d'études qui auront été réalisées. Ce sont ces études qui sont en cours et qui permettront, lorsqu'elles seront achevées, donc au chef d'État de prendre la décision donc finale. Donc la volonté politique est là, mais en dehors de la volonté politique, nous avons souhaité donc étayer tout cela par donc des études donc sur les liens commerciaux donc entre le Maroc et les États donc de la CEDEAO. Donc une fois que ces études seront terminées, les chefs d'État auront donc une base, je dirais, rationnelle pour prendre donc une décision. Voilà. Daniel Sheikh. Monsieur le Premier ministre, cher Thierry, bonjour. Il a été question de quelques points positifs et rassurants concernant la région de l'Afrique de l'Ouest, mais il faut quand même reconnaître que l'insécurité reste le sujet majeur qui focalise l'intérêt du monde. Et il était question de l'aide internationale, je voulais une simple question. Votre pays, bien heureusement, est à l'abri de ces mouvements d'insécurité et de terrorisme. Pensez-vous quand même que peut-être il y aurait lieu d'élargir un peu le cercle de coopération, collaboration et solidarité militaire au-delà du G5 Sahel pour prévenir une éventuelle contamination d'autres pays et un élargissement de cette menace terroriste? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les initiatives qu'il y avait, nous avons eu, fort heureusement, donc l'opération Barkhane qui a permis au Mali de stopper donc la progression donc djihadiste. Nous avons donc la MINUSMA qui est donc l'opération des Nations Unies, et nous avons donc le G5 Sahel. Mais ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est qu'il était important que tous les pays de la CEDEAO donc prennent cette question donc à bras le corps. Et c'est pour cela que la CEDEAO a tenu donc un sommet à Ouagadougou, et où nous avons décidé au niveau de la CEDEAO, les chefs d'État, de dire bon, mais nous devons nous impliquer de manière beaucoup plus donc efficace, en mobilisant donc des ressources. Alors c'est le milliard donc, de dollars dont j'ai parlé donc, tout à l'heure. Deuxièmement, il y a eu une réunion qui s'est tenue à Dakar avec les ministres de l'économie et des finances pour la question donc, relative au financement, les ministres de la Défense ainsi que les chefs d'état-major des armées au niveau donc, de la CEDEAO, pour voir comment donc, les troupes de nos différents donc, États au niveau de la CEDEAO peuvent donc intervenir. Mais je pense que compte tenu de la gravité de la situation et de son impact, je le disais, pas seulement donc sur le continent, mais une fois qu'on aura cet impact sur le continent, ça impactera également, je suis persuadé, les relations donc, entre l'Afrique donc, et l'Europe. Je pense que de la même manière qu'on a une coalition internationale forte qui agit dans des pays comme la Syrie, que l'on doit aller au-delà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la France donc, qui est impliquée. Mais je pense qu'il est important de réfléchir à une coalition au-delà donc, de la CEDEAO des États africains. Nous avons décidé de montrer ce signal en disant nous mettons des ressources, nous allons nous organiser donc, en tant que sous-région pour envoyer des troupes, etc. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et réfléchir à une intervention vraiment de la communauté internationale pour régler donc, ce problème donc, du terrorisme au Sahel. Vous savez que c'est nourri par la situation en Libye. Vous savez que les succès que l'on peut avoir au niveau de la Syrie, ils se déplacent, ces gens. Donc, ils cherchent d'autres endroits où prospérer. Alors, les succès en Syrie se transforment donc, en risque donc, au niveau donc, du Sahel. Donc, c'est une action commune, internationale, qui doit être donc, imaginée de notre point de vue. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Jean-Louis Guigou. Et bref, parce qu'on a 1 minute 29 secondes normalement,
et même maintenant 26 et 25, 24. Voilà. Monsieur le Premier ministre, cher Thierry, je serai très court. Dans son rapport sur l'état du monde en 2050, la CIA voit se dessiner deux grandes régions nord-sud, le bloc des deux Amériques et le bloc de l'ASEAN qui va du Japon, de la Chine jusqu'à l'Australie. Et en ce qui concerne l'Europe, l'Afrique, la CIA dit c'est le brouillard. Face à ce brouillard, le président de la République, Emmanuel Macron, a été très clair. Il a dit, le 27 août 2017, je veux arrimer les deux continents, africain et européen, et faire un grand axe intégré Afrique, Méditerranée, Europe. Le président Juncker a dit il faut faire une alliance. La question, y a-t-il des chefs d'État, y a-t-il des forces positives en Afrique qui militent pour ce rapprochement entre l'Europe et l'Afrique pour faire une grande région mondiale? Oui, je pense que c'est un axe qui est indispensable donc, à explorer. Il y a des liens déjà qui sont historiques. Vous prenez toutes les régions d'Afrique, elles ont donc des liens historiques avec différents pays d'Europe. Donc je considère moi que c'est totalement naturel donc, que nous puissions travailler donc, à cet axe Afrique, donc Europe. Et nos chefs d'État, je ne dirais pas est-ce qu'il y a des chefs d'État, je pense que globalement, donc, nos chefs d'État sont totalement favorables donc, à cette vision. Et je crois que ce sera une vision sur laquelle nous devons travailler, une vision gagnant-gagnant qui montrerait que dans cette coopération, les défis auxquels l'Afrique donc, est confrontée, donc, que ces défis donc, seront pris également donc, en charge au niveau de l'Europe. Et je crois qu'avec la problématique de la migration dont je viens de parler, donc, il est clairement de l'intérêt de l'Europe et de l'Afrique de trouver donc, une solution donc, au développement donc, du continent africain. Et cela me paraît absolument indispensable. Donc je crois que c'est vraiment une orientation sur laquelle nous devons travailler donc, avec efficacité. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ajouterais, Jean-Louis, que la question que tu poses, on pourrait la poser aussi aux Européens, et au moins autant. M. Coulibaly a rappelé qu'il n'y a que la France actuellement sur le terrain au Sahel. Alors je vais quand même rajouter, je l'ai oublié, Karl Kaiser. Oh, Karl, avoir une grande voix allemande. Grande voix allemande, mais en français. Donc, je voulais poser une question qui a été soulevée sur le terrorisme. Pour vous demander, qu'est-ce que vous pensez du rôle des pouvoirs extérieurs en combattant le terrorisme, par exemple l'Union européenne, les États-Unis? Tout à l'heure, j'indiquais que pour ce qui concerne la zone sahélienne, ce que nous avons comme intervention, nous avons Barkhane qui est intervenu pour stopper donc, l'avancée djihadiste. Nous avons la MINUSMA donc, au niveau donc, des Nations Unies et nous avons cette initiative au niveau donc, du G5, donc Sahel. Aujourd'hui, les chefs d'État de la CEDEAO donc, ont décidé d'avoir une action donc, concertée, tant en matière donc, de financement qu'en matière d'envoi de troupes. Mais je crois que la gravité de la situation telle que nous la vivons aujourd'hui, il n'y a qu'à suivre l'actualité au Burkina Faso et au Mali pour se rendre compte donc, de la gravité de cette situation. Un pays comme la Côte d'Ivoire a juste à sa frontière nord donc deux pays qui sont gravement touchés. Et vous devez savoir que ces terroristes visent peut-être à avoir un pays où ils pourraient toucher donc, la côte. Alors, donc c'est extrêmement important que cette question soit prise donc, à bras le corps. Et de mon point de vue, il faut une vraie coalition donc, internationale qui intégrerait donc, au-delà donc, de la France aujourd'hui, dont nous saluons donc, l'action, mais qui intégrerait globalement l'ensemble donc, des États
qui ont la capacité donc, pour pouvoir avoir une intervention aussi forte que ce que l'on fait dans des pays comme la Syrie. D'autant plus que, je vous l'indique, lorsqu'on règle le problème donc, en Syrie, mais il faut bien qu'ils trouvent des endroits, ils vont dans des ventres mous. Donc ils se retrouvent donc, notamment au Sahel. Donc ça ne doit plus rester donc, une question africaine. Les initiatives actuelles me paraissent insuffisantes. Je crois qu'il doit y avoir des faits beaucoup plus robustes qui nous permettraient de venir à bout donc, de ce phénomène. Mais qui est une menace, non seulement pour l'Afrique, mais qui est une menace, à mon avis, également et en premier lieu donc, pour l'Europe aussi. Donc je crois que ça me paraît Merci beaucoup. important. Merci beaucoup. Alors j'ai voulu enfin, effectivement introduire ce sujet cette année, hein, qu'on y revienne d'ailleurs, parce que ces questions de sécurité en Afrique, je crois que beaucoup de pays en Europe même et en dehors de l'Europe ne se rendent pas compte suffisamment de son extrême importance. Et je vous remercie aussi M. Chambas, je vous remercie vous, M. le Premier ministre, vraiment de mettre l'accent là-dessus. Alors, on a quelques minutes de retard, mais enfin, ça va donner la peine. Je vais passer pour la dernière question à Michel Fouché. Oui, Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, il y a eu, avant la colonisation, 6 grandes périodes djihadistes en Afrique de l'Ouest. La France et le Royaume-Uni, pour des bonnes et de mauvaises raisons, en s'installant, ont bloqué tout ça. On a l'impression que cette histoire-là reprend. Il y a bien sûr des facteurs extérieurs, mais dans le Massina, au Mali, ce sont des facteurs internes. La démocratie progresse. Est-ce que l'État progresse dans votre hinterland? Le moteur ivoirien est fondamental pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, mais comme l'a dit Daniel Cheikh tout à l'heure, j'avais un peu la même question. Vous allez être obligé de vous impliquer dans des questions sécuritaires qui sont un peu de l'ingérence sur les déficits de l'État, trop grands au Mali et faibles au Burkina. Écoutez, moi je considère que les deux pays donc, font leurs meilleurs efforts donc, pour contenir donc, les avancées djihadistes donc, dans leur donc, pays. Les gouvernements, en tout cas, font leurs meilleurs efforts. Mais nous pouvons donc constater que malgré cela, donc, la situation se détériore. Elle se détériore et c'est visible avec les attaques que nous avons de manière régulière, donc que ce soit au Mali ou que ce soit au Burkina Faso. Je crois que c'est cet élément donc, que tout le monde partage qui a amené donc, les chefs d'État de la CEDEAO à dire nous ne pouvons plus donc, laisser donc, les deux pays seuls gérer donc, cette affaire. Il faut que ce soit une affaire que nous gérions donc, ensemble. Et je pense, moi, qu'au-delà de cette initiative donc, extrêmement importante au niveau de la CEDEAO, que nous devons aller beaucoup plus loin, donc je le disais, avec cette idée de coalition donc, internationale. Donc un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est extrêmement important, représente pour la zone UEMOA 40% du PIB de la région. Donc c'est quand même extrêmement important que ce pays ne soit pas donc, touché. Alors pour qu'il ne soit pas touché, il est extrêmement important que la lutte donc, contre le terrorisme au Mali et au Burkina Faso soit faite avec la plus grande rigueur, la plus grande efficacité, avec la plus grande détermination. Et nous pensons que cela doit être un agenda inscrit donc, au niveau international et en première place. Bien, merci Monsieur le Premier ministre. Alors, je crois que la question, on aura peut-être l'occasion d'y revenir d'autres fois, la question aussi posée par Michel Fouché, c'était sur la construction de l'État, les structures des États en Afrique. Mais on va pas, on a déjà débordé, donc on va garder ça pour une autre fois. Alors avant de vous remercier à nouveau, je voudrais faire deux remarques concernant la journée d'aujourd'hui. L'une, un certain nombre d'entre vous seront, on leur proposera de les interviewer sur sur la WPC TV. TV voulant dire télévision, comme... donc, je vous demande, and I can say it also in English, some of you will be asked for interviews in our great TV channel
called WPC TV. So please, please, we will be very grateful to you if you answer positively to these requests. That's point number one. And the second point is that we are going to have two very important guests also for lunch and dinner today. For lunch, it will be the Vice Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Qatar here. And for dinner, it's really also a very exceptional guest. It will be the President of Rwanda, President Kagame. And let me ask all of you, to be there. It's very important, these two lunch and dinner be successful. So it's important. And let me also tell you that especially President Kagame, which is not very usual in Africa, but he's extremely punctual. And I used this argument yesterday afternoon with Prime Minister Koulibaly. I told him last year he arrived about 15 minutes late. So I told him that today, he should very much be on time. And that was successful. So now I have many reasons to thank you, for being punctual, which means that it is possible to do it in Africa. Et pour cette excellente discussion avec vous, Monsieur le Premier ministre, et votre excellent discours. Merci infiniment. Et nous... Allez, merci.